Donc, en haut à gauche, j'ai mis le cartouche de Roufou. Et je vais pas en dire trop sur ce cartouche, si ce n'est juste une petite remarque, encore une fois, c'est personnel là. Euh, donc ce cartouche, donc on y voit un oiseau, on y voit un serpent. Je sais que William, je crois qu'il est censé bien développer Oui. ce sujet-là et qu'il a bien regardé. Donc il va bien vous expliquer le détail et tout. Mais en tout cas, si j'ai mis à droite une divinité qui est Noum. Alors ça commence par un K, mais ça se dit Noum, ça se dit pas que Noum. Eh bien, on va revenir au Nil, puisque c'est le dieu protecteur du Nil, et il gère tout, quoi. Il gère tout, donc c'est le maître des eaux. Ça tombe bien, sur le cartouche, on n'a pas un hiéroglyphe qui pourrait représenter l'eau. Donc on a l'eau dans la signification Knoum, le protecteur des eaux du Nil. On a l'oiseau qui pourrait représenter l'élément air. On a le serpent qui pourrait représenter l'élément terre. Et ensuite, il nous reste cette boule dont je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle représenterait la terre. D'autant plus qu'il n'y a pas d'autres. Alors peut-être que William il me corrigera que je dis une connerie, mais de ce que j'ai regardé, en tout cas troisième, quatrième dynastie, il n'y a pas d'autres hiéroglyphes où il y a ce cercle avec quatre traits, quoi. Non, parce qu'il me semblait, moi, que ce cercle, il y avait un point au milieu dans les différents cartouches que j'ai vus de Khufu. Non? Il y en a un où je crois qu'il y en a un, mais encore une fois, William, ce sujet-là, Oui. il est assez pointu là-dessus. Il sera peut-être Il me plus semble qu'il y en a un incollable. qui traîne, mais qu'il n'est pas forcément. De toute façon, sur la liste d'Abydos, il est comme ça. Je crois qu'elle a une nuance que des fois, il y a 3 traits au lieu de 4. D'accord. Et voilà. Et moi, j'y vois la Terre. Et pour finir, pour boucler avec le quatrième élément, donc ça pourrait être représenter le feu, puisque la Terre est un feu central enrobé d'une croûte terrestre, quoi. En gros, c'est ça. Ça reste un feu, la Terre. Et voilà, j'y vois de manière subtile, après, de mon point de vue, de mon regard, les 4 peut-être éléments. un peu trop artiste, les 4 éléments. Et Non, sur le dieu protecteur, on reviendra sur lui parce que c'est un truc, voilà, pour moi qui suis pas super calé dans les divinités, tout ça, c'est un truc, j'en prends bien conscience maintenant, c'est qu'il marche souvent par 3 en fait, ces divinités-là. Et moi je dis divinité, je préfère dire divinité à Dieu parce que je pense vraiment la notion de Dieu, elle est un peu trop, c'est un peu trop une vision occidentale calée sur une vision galvaudée, quoi. il y a 5000 ans. Et voilà, je sais pas, divinité, ça me parle plus que de parler de Dieu déjà. Et je sais qu'on peut parler d'une autre manière aussi. C'est quelque part ça. Chaque divinité représente une qualité principale avec des qualités secondaires, etc. Et, enfin, c'est tout entremêlé. On verra un petit peu. Je vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus, mais on verra justement la triade qui va avec lui. Il faut pas oublier quand même toutes ces anciennes civilisations qui étaient polythéistes. Hein. Donc à la base. Oui, et un polythéisme qui au final, en gros, c'est un peu comme comme toutes les périodes. T'as une religion pour l'élite, et là, en l'occurrence, c'était les prêtres, et puis t'as une religion pour le peuple. Et donc, peut très bien avoir une religion en fait qui ressemble plus à du monothéisme dans les temples auprès des prêtres, et malgré tout exprimé avec la Trinité. Et puis le peuple, il a un peu plus de Dieu, le Dieu qui gère les trucs un peu plus du quotidien, quoi, on va dire. Je pense qu'il devait y avoir ces aspects-là, et ça transpire sur le Moyen Empire et puis le Nouvel Empire, ces choses-là. Donc je dois pas dire trop de conneries. Au pire, Alexis Sédou me corrigera. On avait dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Pardon. C'est pas du tout méchant de toute façon. On n'est pas méchant sur Ronde Mystérieuse. Je dis ça parce qu'on est devant le temple de l'élévation, donc il faut se tenir correctement, s'il vous plaît. Exactement. Donc ça, c'est un petit schéma. J'ai fait un style un petit peu, on dirait que c'est dessiné à la main. Pour représenter, donc déjà je le dis d'emblée, ce que je considère maintenant
plus comme un temple de l'élévation, donc vraiment un truc. Voilà, ça permet pas que de s'élever aux astres. L'élévation spirituelle, quoi. Voilà, ça, c'est un temple qui amène à l'élévation de soi-même ou de son soi, à nous. Je sais pas si vous voyez. Oui, tout à fait. Et donc le temple de l'élévation, et on a donc, on a enfin notre, en tout cas de symboliser comme ça, notre Trinité, la Terre, qui est, là, elle est représentée subtilement cachée derrière la pyramide, parce que c'est un peu ça pour moi la pyramide. Elle signifie pas la Terre de manière aussi directe que Mykérinos et qu'Éphrène pour les autres planètes que j'ai déjà identifiées. C'est beaucoup plus subtil parce que déjà des planètes internes, c'est la seule qui a une compagne, et en plus c'est une lune, c'est la plus grande lune qui soit en rapport au diamètre de sa planète. Et ça reste une grosse lune, même par rapport à certaines lunes de Jupiter. Et là, voilà, on a forcément, quand on représente la Terre, on peut pas la déconnecter de la Lune, parce que la Lune, c'est autant la vie sur Terre, la stabilité de son axe, que la vie qu'apporte le Soleil. Si on enlève un des deux, on n'a pas ce qu'il faut, quoi. On n'a pas l'équilibre qu'il nous faut, en tout cas l'équilibre au niveau des saisons. S'il n'y avait pas la Lune, on serait un peu comme Mars, on aurait une inclinaison terrestre qui varierait beaucoup plus. Alors que là, on est stable à peu près à 23 degrés, à 2-3 degrés près, on est stable. Alors que voilà, c'est pas le cas de toutes les planètes, encore une fois, du système solaire, et ça, c'est dû à la Lune. Et on verra donc, mais ça, après, ça fait appel à des visions qu'on peut avoir, surtout dans le milieu, on va dire 2.0, comme tu le dis, Jérôme. C'est un truc qui est parfaitement acquis. Là, pour le coup, je peux le dire, que le profil représente la Terre et la Lune. On va le revoir vite fait. C'est indéniable. Et on va voir comment subtilement aussi le Soleil il vient se lier à tout ça via des dimensions. Et là, on va rentrer au cœur de la pyramide avec justement les dimensions. On va faire parler un peu plus les chiffres. Donc, je suis désolé pour ceux qui à chaque fois n'aiment pas les mathématiques. Les maths, et il va y en avoir. Oui, non, mais tu as raison. C'est que pour comprendre cette grande pyramide, il faut passer par les maths. Ça, moi, il y a longtemps que j'ai compris le principe. Après, l'autre il disait nul n'entre ici s'il est géomètre, c'est le minimum. Exactement, c'est ça. Donc, pas forcément mathématique. J'ai envie de dire la géométrie et puis les ratios, les fractions, quoi. De toute manière, les mathématiques proviennent de la géométrie, en fait. Donc, oui. Et a priori, c'est dans son nom, la géométrie, elle provient simplement de l'idée, de l'idée qu'a eu l'homme à un moment donné, et certainement il y a plus longtemps que ce qu'on imagine, de connaître les dimensions de sa planète, même avant qu'il se rende compte peut-être qu'elle était ronde, j'en sais rien. Dans les cas, à un moment donné, ça traverse l'esprit de se balader dessus autant qu'on peut, et puis de faire mumus, quoi. C'est ça. Sinon, ils n'auraient pas colonisé tous les continents. Ils seraient restés au même endroit, ils n'auraient pas bougé, et puis ils taperaient la belote, et pas d'exploration, pas de pyramide. Bon, je ferme la parenthèse. Là, donc, je vous présente la structure de la pyramide, et je suis assez content de passer derrière Eric. Oui, parce justement, que Eric, je voulais rebondir là-dessus. Les choses. Donc ça, c'est génial, c'est très bien comme ça, parce que donc là, je l'ai modélisé. Alors, c'est une modélisation simplifiée, on va dire, de manière à comprendre comment elle est composée, de rappeler comment elle est composée. Donc, on a une vue de coupe à droite, et puis une vue en éclaté à gauche, où on a tout en bas le carré avec des ergots carrés. Ça représente la colline en elle-même, dans lequel ils ont taillé un pivot. Donc là, il est bien représenté, bien carré. C'est pas tout à fait comme ça. C'est un peu plus irrégulier, mais ça reste déjà un sacré boulot de tailler le pivot qu'ils ont fait. Oui. C'est pas rien. Ensuite, j'ai fait exprès de le représenter en bleu. Il n'est pas en bleu en vrai, bien évidemment. Ou pourquoi pas, peut-être qu'il était peint. Comme c'est un clin d'œil à la Terre, ça m'étonnerait pas. On a le fameux radier, le socle
dont aussi a pas mal parlé Eric, dont tu nous as expliqué que notamment il dépassait à peine de l'arête du parement, puisqu'il dépassait il paraît insignifiant, 43 cm de chaque côté. C'est ça. À peu près. Voilà, donc ça on en parlera. Il y aura un slide le plus compliqué, je pense. Le plus dur à suivre, ça va être celui-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Alors je précise, c'est des informations indirectes, c'est-à-dire que on verra après. On verra après, sinon je vais commencer à partir dans l'explication sur le slide qui vient plus tard. Mais oui, ce que tu nous fais voir là, c'est ce qu'on avait ça vous parle par rapport à ce que disait Eric? Oui, bah, c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que j'avais demandé à Eric par rapport à la conversation qu'on avait eue avant l'émission. Et je lui demandais, est-ce que pour toi le parement final était creusé? Est-ce qu'il y avait... Et il me dit, bah non, il était lisse. Mais c'est là toute l'interrogation, c'est qu'on se dit, mais pourquoi ils ont fait la structure de la Grande Pyramide avec ces 4 faces? Ouais. Sachant la complexité après au niveau des parements pour faire quelque chose de lisse. Ouais. C'est ça. Et ils l'ont pas fait pour Képhren. Et par contre, ils l'ont fait pour Mykérinos. Ouais. Okay. Alors, c'était quoi le l'idée, but de l'idée derrière? Parce qu'on sait que ces 4 faces nous font ressortir les équinoxes. Mais sachant qu'elle avait un parement, bah non, t'avais pas les équinoxes. Enfin, c'est. Moi, je pense que elle est. C'est mon avis, bien sûr. Je n'ai pas de certitude, mais. Un côté structurel pour renforcer le côté structurel pour Képhren, ils en ont pas fait et c'est la seule. C'est la seule qui a. Pourtant, elle est encore plus pointue. Oui. Elle est encore plus raide. Son parement sur la partie haute. Oui, donc tu dis. Moi, avant que j'ai la certitude qu'elle était bien lisse, ça date de quelques semaines, donc c'est pas très très vieux. C'est en étudiant justement, on verra que enfin j'en parlerai, je le montrerai pas, que les mesures que je donne là, c'est vraiment là les mesures les plus récentes, presque définitives. Elles sont au millimètre, elles sont. Encore une fois, Eric, il a bien dit, en s'y prenant comme il faut au niveau du radier. On suit la ligne et on la mesure très précisément cette base. Moi, j'en viens quand même à la même idée, alors que je développe pas du tout dans cette présentation-là, que ça marquait, sans parler de dire que ça marquait les équinoxes, ça marquait les saisons en fait. En gros, donc la Khéops représente la Terre, et la Terre, il y a des saisons, puisque même si elle a une orbite presque parfaitement ronde, il y a un décalage qui fait que on a nos saisons, plus l'inclinaison de la Terre, aussi, qu'il faut rajouter. Bref, sur Mars et Mercure, on a la même chose. Mercure parce qu'elle est très elliptique, et Mars parce qu'elle est très instable. Son orbite est assez instable. Et donc on a des saisons. On a des saisons pour les deux raisons différentes. Sur ces 2 planètes, on a des saisons. Et justement, à nouveau, cette pyramide-là, Mykérinos, donc, elle est marquée. Et ensuite, c'est pas le cas pour Képhren. Et justement, Képhren représente et le Soleil et Vénus. Et Vénus le qui Soleil est penché sur l'écliptique. Il y a ça, et c'est surtout parce qu'elle tourne très très lentement en fait. Et elle est à l'envers, oui. Et elle tourne très très lentement, ce qui fait qu'il fait très très chaud. Il y a pas de saison, plus chaud que sur Mercure en fait, sur Vénus. Et elles sont similaires. En fait, elles sont très proches. Elles sont beaucoup plus proches l'une de l'autre par leur apparence, leur brillance, leur chaleur que Mercure. Et donc pour moi, il y a quand même, du coup, c'est pas en rapport avec les équinoxes, mais c'est quand même en rapport avec les saisons. Et donc, comme les équinoxes, c'est un rapport avec les saisons, c'est un peu circulaire ce que je dis, mais en gros, ça fait malgré tout référence aux équinoxes. En gros, voilà, pour pas. Oui, mais caché. Et caché, pourquoi? Alors ça, c'est pure spéculation, mais elle est faite pour durer, ça c'est indéniable, cette pyramide a été faite pour durer. Par contre, je pense qu'ils n'étaient pas dupes sur le parement. Ils se doutaient bien qu'à un moment donné, il dégagerait. Et que peut-être qu'il était prévu d'ailleurs de la rénover, de dynastie en dynastie. C'est peut-être envisageable. Hein. Après, il y a des qui étaient avancées sur le fait que
que Khéops aurait rénové justement la Grande Pyramide. Ouais, je commence à penser de plus en plus comme on a discuté en interne avec Éric Le Saint, l'idée qu'il a et que je partage, c'est que tout simplement c'était pas peut-être que leur nom a été usurpé à ces rois-là, mais à la base, Khéops, c'est une divinité, c'est un astre, plus qu'un réel pharaon. Après que des pharaons s'identifient à ça, oui, bien évidemment. Oui, comme s'identifient aux dieux. Mais Louis XIV, le roi Soleil. Ouais. Donc, ouais, cette histoire de Paramount, je suis pas sûr, mais. Non, mais c'est bien. Disons qu'on verra que, comme il y a des informations qui sont données là, juste par la hauteur, parce que du coup, on a une hauteur tronquée, et ben. Rien que ça, on verra que ça donne une indication. Donc, ça, plus le fait qu'elle soit creusée, c'est peut-être. En fait, ils empilent les. Vraiment, j'ai cette impression-là quand je travaille là-dessus, c'est qu'ils empilent les indices qu'ils donnent. Voilà, si le parement dégage, il faut que l'ossature elle puisse continuer à parler. On aura toujours la forme, la pente, on gardera les informations et on peut même en rajouter. Un petit peu comme les pyramides au Mexique où il y avait une première structure qui était recouverte d'une seconde structure et d'une troisième. Non ? Il y a certaines pyramides qui, Saqqara et Mykérinos, elles ont été faites comme ça. Elles ont fait comme ça. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça va dans le sens d'un gros chantier global d'au moins 7 pyramides en même temps sur 200 ans. Mais ça, j'en parlerai. Enfin, ça rentrera pas dans la présentation. Mais j'ai mon petit doigt qui me dit que. Ou alors, c'est un voyageur galactique qui me souffle à l'oreille que. Comment dire. Ah, je perds le fil, pardon. La tienne. Ben, c'est intéressant. Ça va durer 3 heures le truc. C'est pas grave. Ah bah, à la vôtre. C'est intéressant ce que tu dis, Jérôme, parce que alors j'ai beaucoup étudié les pyramides au Mexique, enfin certaines pyramides. La plupart des pyramides, même les plus connues, ont des couches successives. Et tu prends celle de Tenochtitlan, donc celle qui est au centre, hein, j'en avais fait une vidéo en direct la dernière fois que j'avais filmé en direct. J'avais fait un live sur YouTube en direct. Et là, pareil, tu trouves 6 ou 7 structures intérieures. Et même sur celles des plus connues comme Chichen Itza, hein, j'avais exposé le truc à Eric. Il a préféré dire que voilà, qu'il voulait pas dire de choses erronées, donc il a pas voulu continuer. Mais effectivement, ça existe, quoi. Et bon. Va savoir si ce sont des monuments réutilisés, réaménagés, je sais pas moi, restaurés. Par exemple, Teotihuacan, si je dis pas de conneries, normalement on estime la durée à 200 ans, justement par étapes comme ça. Et bon, là c'est quand même un chantier beaucoup plus pointu. C'est le cas de le dire, pointu. Sauf Khéops, d'ailleurs, petite parenthèse, mais je suis pas certain que Khéops elle était pointue. Pour moi, c'est un chantier de 7 pyramides minimum fait sur 200 ans. D'accord. Et je pense que le nombre d'assises de la pyramide, c'est 215. le nombre d'années. Donc maxi 206 pour 206 ans, parce que 206 ans, c'est 7 cycles de Saturne. Tu boucles, t'imagines, tu as 7 cycles de Saturne, donc tu as 206 ans d'années d'observation avec Saturne qui reboucle 7 fois. Ce qui reste beaucoup plus probable par rapport à la taille du chantier. Tu te dis faire ça en 20 ans, c'est sûr. Comme ça a été souvent évoqué. C'est pour appréhender le problème de la durée du chantier. Il faut vraiment considérer les implantations comme interdépendantes. Et voilà, il faut arrêter définitivement. Et je suis sûr qu'il va y avoir plein de petits jeunes
de nouveaux archéologues, des égyptologues, des historiens qui vont reposer les choses à plat et qui vont dire à un moment donné, regardez, il y a quand même quelques pyramidiaux qui montrent des trucs, c'est quand même probant. Il y a, ne serait-ce qu'arrêter avec, lui, il a fait ça ici. Khéops, il a fait sa pyramide sur le plateau de Gizeh, magnifique. Et puis son fils Redjedef, d'un seul coup, il va à 8 km au nord. Il la pose au point le plus haut. Après, l'autre, il revient, il fait Képhren. Après, on fait Mykérinos. Il y a toujours... il y a la même maîtrise à chaque fois pour chaque pyramide, mais il change de style. Pas de style, mais il change il change d'architecture, il change de pente, il change tout. Il change tout. Il y a vraiment... Ça peut être que considéré comme un chantier d'ensemble. Un plan d'ensemble et un chantier d'ensemble. C'est ce que j'ai oublié de poser comme question à Eric quand il nous a présenté ses explications sur la conception de Khéops. En fait, ils avaient pris en compte le poids de ce qu'ils allaient extraire et réassembler un point bien précis. Ça allait, je sais plus le poids de Khéops, mais c'est en millions de tonnes. Donc obligatoirement, ça allait faire quand tu mets des millions de tonnes à un endroit bien précis, ça allait travailler sur le plateau. Oui. Donc si les concepteurs de la Grande Pyramide avaient géré cette problématique pour dire la structure ne va pas bouger parce que le plateau va supporter ce poids. Oui, mais comme tu le dis, à quelques centaines de mètres de là, ils ont refait Képhren et un peu plus loin Mykérinos, qui recrée encore un énorme poids qui aurait pu déstabiliser le plateau. Tu vois ce que je veux dire? Si on part dans la chronologie historique des constructions, comme tu le dis, Khéops, il s'est fait sa pyramide. Ça, c'est des millions de tonnes à un endroit bien précis. Si Képhren quelques décennies plus tard dit moi je me fais je sais pas combien de mètres de centaines de mètres à l'éloigner de Khéops, je sais plus, mais ça représente encore des millions de tonnes. Ça aurait pu déstabiliser le plateau, tu vois, faire un affaissement du plateau et créer un désordre dans la structure de Khéops. Et encore un peu plus loin. Au contraire, ils ont fait les choses par équilibre. Tout est équilibré. Donc c'est ce que je disais dans une vidéo. Pour moi, c'est un chantier qui a été le plateau de Gizeh. Il a été géré dans son ensemble. Mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe. Exactement. Que ce qu'on le pensait. Et c'est vrai qu'Eric il nous ouvre les yeux sur un système de construction où tu dis mais c'est pas possible. Et oui, ils avaient des connaissances en géologie, ils savaient exactement où ils allaient implanter cette masse. Exactement. Pour pas que ça travaille et l'imposer, la poser sur un plateau calcaire blanc en laissant une couche suffisamment importante pour maintenir tout ça, quoi. C'est ça. Mais ils allaient obligatoirement faire la même chose à côté pour Képhren et pour Mykérinos. Tout a été stabilisé et ils n'ont pas fait les constructions les unes après les autres, avec le risque que ça puisse créer une pression trop importante pour jouer dans la structure des pyramides qui étaient à côté, quoi. C'est ce que je veux dire. Ah ouais, mais elles ont été d'une certaine manière, il y en a forcément qui ont été terminées avant d'autres, mais elles ont été, pour moi, faites en parallèle. Exactement. Ce qui permet à chaque fois, en plus de s'ajuster, de faire de la triangulation peut-être, on peut les imaginer, les équipes de chantier sur les plateaux au fur et à mesure que ça se monte, et puis faire des visées sur les autres pyramides, etc. Ça, c'est pas déconnant. Enfin, il a bien fallu qu'il déploie des trésors d'ingéniosité, donc il faut pas s'interdire de s'imaginer les choses comme ça, parce que c'était grandiose, donc faut s'imaginer grandiose le truc. Et comme tu l'as fait remarquer dans une vidéo récente que tu t'as postée, quand tu prends le milieu de la face nord de Mykérinos et le milieu de la face nord de Khéops, et tu traces une droite, tu tombes sur la pointe de Képhren. Et ce qui explique aussi toute cette harmonie, quand tu prends une vue aérienne du plateau de Gizeh, toute cette harmonie entre ces trois pyramides, tout ce que ça fait ressortir, tu te dis non, c'est pas des constructions qui ont été faites de génération en génération au pifomètre.
tout a été géré. Voilà, il y a eu des grands architectes qui ont posé à plat. Ils ont dit on va faire le plateau de Gizeh. Il sera comme ça. Et puis un autre truc qui est pas négligeable, j'en parle pas du tout dans cette présentation et je me suis pas encore assez penché dessus, mais c'est la Grande Galerie. Sur 200 ans, avec 7 cycles de Saturne, la Grande Galerie, elle a pu servir d'observatoire astronomique, mais c'est royal en fait. C'est encore une fois, faut pas s'interdire de le penser. Déjà, l'expédition Bonaparte avec Jomard, ils y ont pensé. Il y a plein d'astronomes qui se sont dit, à minima, mais putain, on se serait éclaté, nous, astronomes, si on avait eu ça. On aurait pu super bien observer. La Grande Galerie, elle est orientée sur le sud. Le sud, tu vois plein de choses. Et voilà, moi, je pense qu'au fur et à mesure que s'est construite cette pyramide, ont été faites aussi en parallèle les observations astronomiques, dont certaines qui ont été intégrées à la pyramide, notamment comment la dater. J'en parle un tout petit peu dans 2 slides après. Voilà. Allons-y. Alors, dernier truc dont j'ai pas parlé, c'est le pyramidion que j'ai représenté. Alors, il est bleu et il est transparent, enfin, il est translucide, vous voyez, sur la vue à gauche. Ça, c'est juste pour représenter le fait que je n'ai pas de certitude qu'il y avait une pointe qui allait au-delà d'une certaine hauteur qu'on verra ensemble après. Oui, tu nous as. Ça, j'en ai déjà fait une vidéo, j'en ai parlé. Il y a une hauteur qui est pile en coudée et il y a une pierre qui est grise. J'aimerais bien savoir si elle est grise pour une raison qui m'échappe, ou un guidage radar, je sais pas, peut-être qu'en peignant la pierre du milieu avec un satellite, on peut prendre des mesures. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est pas les bâtisseurs, mais je trouve ça, on verra après. On est en coudée entière là et on a une pierre qui semble marquer au moins la hauteur de l'ossature, mais peut-être qu'on n'était pas loin de la hauteur définitive et qu'elle n'était pas tronquée. Et sachant qu'en plus, rappelons-nous, c'est ma vision du truc, c'est le temple de l'élévation. C'est une façon de nous dire si cette pyramide et pas les autres n'a pas été entre guillemets finie, si elle était tronquée, c'est pour nous signifier qu'il nous manque encore quelque chose à nous aussi. Peut-être qu'il aura manqué aussi pour parfaire notre pyramide intérieure, on va dire des choses comme ça. Ça fait un peu ésotérique ce que je dis, mais... Non, la perfection. Voilà. Quelque chose pour atteindre la perfection. Voilà. Et en plus, pour faire plaisir aux historiens, enfin les historiens nous ont fait plaisir, puisque Diodore de Sicile, il nous explique que cette pyramide, elle était... Donc on est Diodore de Sicile, on est 2 siècles avant Jésus-Christ, 1 ou 2 siècles avant Jésus-Christ, et Diodore de Sicile explique qu'il y avait un plateau en haut. Alors il donne des mesures qui sont pas cohérentes, mais les mesures qu'il donne de la pyramide, elles sont pas cohérentes non plus. Donc on peut s'imaginer qu'il l'a pas mesurée lui-même. Par contre, il a pu voir qu'elle était tronquée, comme on peut voir aujourd'hui qu'elle est tronquée. Ce qui fait que moi, voilà, je la mets en transparence parce que j'ai pas la certitude qu'elle était tronquée. Et tronquée ou pas tronquée, de toute façon, l'ossature, elle nous signifie quelque chose par la hauteur. Et la pointe qui reste, qu'elle ait été en pierre ou en autre chose, ou qu'elle n'était pas là, elle signifie aussi quelque chose. Donc ça, c'est suffisant pour être assez clair. On le verra dans notre Non, mais slide. c'est vrai que c'est pas inintéressant ce que tu expliques, parce qu'on se rend compte que sur Mykérinos, qui a repris la même conception structurelle avec ses 8 faces, a toujours cette pointe. Oui. Enfin, elle est presque parfaite, on va dire. Il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y avait un pyramidion, oui, j'allais dire pyramidio. Ça, c'est plus rare. Hein. Le jour où il y aura un pyramidio sur Képhren, peut-être nous. Képhren, c'est chaud. Hein. Il faut d'abord que ça s'écroule et après on grimpe. C'est ça. Mais par contre, Diodore de Sicile disait aussi qu'il y avait un escalier qui faisait le tour de Képhren pour aller à la pointe. Donc ça, c'est assez marrant. Il pourrait peut-être qu'il y avait mais on retrouve pas les traces de cet escalier sur la coiffe qui reste. Non, non, il y a rien. Il y a rien. Voilà. Après, peut-être que tout ce qu'il dit est faux. Il y a d'autres sources. Si je dis pas de bêtises, il y a d'autres sources qui parlent de ça aussi, du troncage.
Et ce qui est sûr, c'est qu'elle était tronquée avant le tremblement de terre qui a fait dégager le parement. Donc, 1300. vu qu'on disait tout à l'heure qu'il faut d'abord que la démonter par le haut quand on veut démonter un truc comme ça, et je crois que c'est Eric qui l'évoquait aussi. Oui. Ben, si le parement, était encore là au XIIIe siècle, mais qu'elle était déjà tronquée, on peut se dire que voilà, la pointe en tout cas, elle n'est pas partie au moment du tremblement de terre. C'était bien avant s'il y en avait une. Voilà. Bon, après ça, c'est pareil. C'est encore une parenthèse que je joue dans la présentation. Et je passe à la suivante. Allons-y. Ok. Voilà. C'est un résumé de quelque chose qui est parfaitement connu, su, répété souvent, mais qui est, il faut le rappeler parce que c'est l'élément primordial qui fait la base et le profil de la pyramide en fait. En fait, c'est juste la Terre et la Lune qui fait la proportion de la pyramide. Après, on n'a pas la taille définitive, mais on a la proportion. Donc voilà, le rappel, c'est que, alors j'ai mis là aussi j'ai mis les valeurs égyptiennes. Donc on a 1217 Iteru, c'est le diamètre de la Terre, s'ils sont amusés à la mesurer. Et là pour le coup, c'est par le calcul, comme l'ont fait les Grecs, qu'on pourrait déterminer. À l'époque, elle faisait 332 Iteru de diamètre. Et donc on a le rapport 11 tiers qui est nickel. Hein. Il est assez précis, c'est étonnant hein, quand même. Ce rapport 11 tiers qui est entre les deux. Et c'est parfait parce que ça nous donne, on va dire, une distance entre les deux centres. À partir du moment où on considère qu'on a un schéma en fait du profil de la pyramide, on a un écart de 7 entre les deux. Et ce qui est assez magique avec cette proportion et qui est, c'est deux choses en une. C'est bien indépendant. C'est le fait que on signifie le profil de la Terre plus la Lune, mais en plus on signifie une sphère parce que du fait de ce qu'on appelle alors c'est pas forcément bien indiqué de dire ça, mais souvent on évoque la quadrature du cercle, c'est-à-dire le fait que la hauteur de la pyramide c'est le rayon d'un cercle qui a le même périmètre que le périmètre carré de la base. C'est bon, j'ai perdu personne. Oui, non. Ça se trouve dans le chat, il y en a qui sont largués. Hein. Je l'avais déjà évoqué ça avec. Mais tu t'en as reparlé je crois dans ta synthèse. C'est assez connu, mais les deux sont indépendants. On aurait pu, si la Lune elle avait fait la moitié de la Terre, ça fonctionnait pas. On aurait pu faire une pyramide beaucoup plus pointue qui représentait le couple Terre-Lune, mais on représentait pas en plus de ça une sphère. Et là, c'est bingo, on a ça c'est grâce à la taille de la Lune. Voilà, on a la possibilité de faire avec une pyramide de représenter le couple Terre-Lune et une sphère. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la hauteur, le profil là qu'on a en jaune, ça représente le couple Terre-Lune et la base de la pyramide qui fait 11, là ça représente la Terre en elle-même. Le 11 représente bien la Terre. Je m'étais mis des penses-bêtes, mais c'est pareil, c'est des clins d'œil qui risquent de rallonger le truc. J'ai mis un petit C parce que c'est la lettre qui correspond c'est la troisième lettre de l'alphabet, donc qui correspond à la Lune. Et au niveau du glyphe de cette lettre C, on devine bien une lune. Un croissant de lune. Voilà. Et je signale que la 11e lettre de l'alphabet, c'est le K, qui débute le nom de ou Khéops ou Roufou au choix. Bien vu. Ouais, bien vu. Donc ça, c'est le petit clin d'œil, c'est assez marrant de voir, au moins jusqu'à la langue française un passage subtil de... Je sais pas comment on appelle ça, associer les lettres au nombre, mais... Oui, non, mais la guématrie... La guématrie, ça fonctionne comme ça, c'est assez... J'avais expliqué dans une vidéo qu'on retrouve le pi dans l'alphabet français. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr. Ok. Par rapport aux lettres symétriques et asymétriques. C'est vrai. Il y a des trucs. C'est incroyable. Étonnant. Donc, il y a des trucs étonnants avec ça. Quand tu joues comme ça avec des lettres, moi ça m'étonne pas. Ouais. En tout cas, c'est des penses-bêtes. Souvent, j'aime dire. Ouais, c'est des penses-bêtes, clin d'œil. C'est ça. D'ailleurs, clin d'œil, ça commence par un C. C'est ça.
Bien vu, bien vu. Et donc sur cette vue à droite, eh ben, on voit rayonner la Lune en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on a le Soleil qui rayonne derrière. Ça, c'est le point d'entrée vers l'intégration du Soleil dans cette géométrie. L'introduction, ça va être de se rappeler ce qu'on peut tous constater et qui est constaté avec, je pense, émerveillement depuis des milliers d'années, c'est que le diamètre de la Terre et le diamètre de la Lune apparents sont les mêmes. Et je pousserais presque même le vice à juste vite fait. Je suis tombé sur les données exactes, les mesures angulaires exactes de ces deux astres. Donc, c'est-à-dire on ne parle pas en distance quand on voit le diamètre du Soleil ou de la Lune, qu'on le mesure, on parle en angle, on ne parle pas en distance. Et le rayon apparent du Soleil quand il est au plus proche, c'est 16 minutes 18 secondes. Ça, c'est pas mal. C'est quand le Soleil est au plus proche. Et donc, voilà, en apparence, ces deux astres-là, ils ont 32 minutes à peu près de diamètre. C'est équivalent, c'est ce qui donne, du fait aussi de l'inclinaison, de la bonne inclinaison de la Lune par rapport à nous et nous par rapport au Soleil, et nous donne les éclipses. Parce que c'est pas le tout d'avoir les mêmes diamètres, mais il faut que les alignements ils soient possibles. Des fois, avec les angles, c'est pas possible. Ça n'existe pas dans le système solaire d'autres trucs comme ça, quoi. Ça n'existe pas des liens aussi forts entre l'astre central et puis une Terre et sa Lune. C'est un truc de malade. Et là, pour le coup, c'est pas les bâtisseurs qui ont fait ça. Enfin, c'est un bâtisseur de niveau supérieur, en fait. Va savoir. Bon, donc Soleil, on intègre le Soleil et on passe à la suite. Donc, j'ai fait un petit schéma pour bien le représenter. Se dire que ce qu'on a vu juste avant, c'est donc Terre et Lune associées plus la Terre. Ça nous donne une proportion. Je vais quand même revenir dessus. Ça nous donne une proportion. Donc, si on décide via cette pyramide de représenter donc le couple Terre-Lune et plus si affinité, on sait qu'on va utiliser la proportion 11/7. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait référence à la sphère parce que 11/7, c'est pi sur 2. Voilà. C'est le rapport. Avant d'avoir un rapport au nombre d'or, on a un rapport à pi en fait dans cette pyramide. Mais on n'a pas la dimension définitive. On sait qu'on va faire un truc de 11 par 7. Alors est-ce que ça va faire 11 coudées de large, 110 est-ce que ça va être multiplié par 2 ? Ça, on va voir comment on peut s'y prendre facilement en mesurant quelque chose qu'ont mesuré aussi les Grecs, et d'assez belle manière, parce qu'en fait, les Grecs, ils se sont trompés, et encore, je me demande si c'est pas une erreur de retranscription, on va dire. Ils ont assez bien réussi leurs calculs, ou alors ils les avaient déjà, j'en sais rien, quand ils ont donné le diamètre de la Terre, le diamètre de la Lune, la distance de la Terre et la distance du Soleil. Ils se sont juste gourés sur le diamètre du Soleil. Ils l'ont vu beaucoup trop petit par rapport à ce qu'il était. Mais sinon, tout le reste par le calcul, même la distance Terre-Soleil, c'était quand même pas mal. Donc là, on va garder l'unité de mesure égyptienne, qui est la plus longue, qui commence à faire beaucoup pour donner une distance entre la Terre et le Soleil. Mais donc, on reprend l'Itérou et donc on regarde la Terre quand elle est au plus proche du Soleil, en même temps que la Lune elle-même est au plus proche du Soleil. Donc à gauche, on a la distance en millions d'Itérou entre le Soleil et la Terre, et on a 14,05 millions d'Itérou. Donc ça commence à faire. En mètres, on sait que ça fait 147 millions de kilomètres. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on repère le 14. C'est-à-dire qu'on a un rapport avant qui est de 11/7. On doit déterminer maintenant qu'on a la proportion, la taille, et on se rend compte que la distance Terre-Soleil s'exprime 14 millions d'Itérou. Et qu'en plus, si on considère la distance non plus de la Terre, mais de la Lune, qui elle serait dans ce cas-là encore plus proche du Soleil, on tombe à 14,01 millions d'Itérou. Et comme faire une pyramide d'un Itérou de large,
je vous rappelle que c'est 10,47 km, c'est pas possible. On va se mettre en coudée royale pour voir ce que ça donne. Et on va se rendre compte que en coudée royale, ça fait 280 milliards de coudées royales. Et là, on se dit bingo, si on faisait notre pyramide de 280 coudées de haut pour signifier la distance minimale de la Terre au Soleil, par exemple quand il y a une éclipse de Soleil. Et on a nos 280 millions, et là, le truc est verrouillé. À partir du moment où elle fait 240 coudées de haut, elle fera 440 coudées de large. Donc on a fait x4, x10 par rapport au 11/7. Voilà, ça c'est... Donc avant de passer à la suite et de parler un petit peu de la triade qu'on voit à gauche, là quand on a fait ça, on a tout verrouillé en fait. On est d'accord. Il n'y a plus tout ce qui va découler, ce qu'on voit dans les RDP quand on fait la demi-base, moins ceci, moins cela, qu'on voit en mètres des trucs, tout ça, ça découle de manière indirecte. Mais ça découle un truc de malade. Ça envoie du pâté en termes d'information. Simplement, pourquoi ? Parce que, tout simplement parce que tout est lié. Les constances, les dimensions, les tailles des planètes, tout ça est lié par des constantes. Alors, il n'y a pas que pi et phi, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais rien qu'avec ça, on arrive à lier tellement de choses que simplement en déterminant juste cette triade Terre, Lune, Soleil, on a tout le reste. Ce qu'on va voir après, notamment, ça je reviendrai pas du tout dessus, mais la vitesse de la lumière, qu'on voit en faisant un calcul pas compliqué, quoi. Hein. On calcule le cercle qui inscrit le carré là qu'on a de 440 et le cercle qui est inscrit à l'intérieur comme on a la Terre. Et la différence des deux périmètres, c'est une référence à la vitesse de la lumière. Ça, c'est complètement indirect, on pourrait dire involontaire. Mais il ne reste pas moins que c'est pertinent pour nous aujourd'hui qui connaissons la vitesse de la lumière et qui avons l'unité métrique. Et rapport à la lumière, donc le soleil. Oui, tout à fait. Et donc, alors là, pareil, ça demanderait beaucoup de développement. Mais du coup, maintenant, on a retrouvé notre triade, Terre, Lune, Soleil, à travers la pyramide de Khéops. Et on va se rappeler qu'on avait Noum, qui en gros qui apparaît dans le nom de Khéops, puisque Khéops, ça veut dire protégé par Noum. Donc en fait, protégé par le gars avec une tête de bélier vert qu'on a en bas à gauche. Donc lui, on a vu, il régit tout ce qui est du Nil, mais il régit les naissances. Et il y a une analogie un peu avec la Bible, parce que en gros, il façonne les êtres humains pas avec de l'argile cette fois-ci, mais avec du limon du Nil. Donc en gros, c'est un dieu, et en fait, la tête de bélier comme ça, c'est une référence à Amon-Ré. Donc c'est une référence au soleil, c'est aussi une référence déjà au soleil. Et à la Terre, puisqu'il gère tout ce qui est du Nil. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est que Satis, en bas à gauche, je trouve que l'image parle d'elle-même, elle est assez lunaire. Et ensuite, on est Anoukis, qui est plutôt solaire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Satis, donc avec son aspect lunaire, elle gère la hauteur du Nil, mais elle fait en sorte que le Nil soit suffisamment élevé, tandis que Anoukis fait en sorte que le Nil déborde pas trop. Donc en fait, il y a deux tempérances qui sont celles de la Lune et du Soleil. La Lune qui influence les marées et le Soleil qui évapore, en gros, et qui gère ainsi le niveau du Nil. Et on a une triade de gestion du Nil, de gestion tout simplement de la Terre et de la vie, à travers une triade qui est en plus assez particulière, parce que en principe, une triade, on a le père, on a le fils ou la fille et la mère. Et là, ce qui est assez bizarre, c'est un peu consanguin comme truc, c'est pour ça qu'il faut bien s'imaginer que c'est en aucun cas des êtres vivants, c'est des représentations. C'est que Satis et Anoukis sont toutes les deux filles de Ré, alors qu'on a déjà vu qu'il y en a une des deux qui a un aspect solaire et qu'en plus en bas c'est déjà le soleil. Et il y en a une qui est la sœur de... Pardon, ça va partir en consanguinité, mais... c'est... En gros, entre les dieux, il y a Satis qui est à la fois sa fille et sa femme. D'accord. Il y en a une des deux qui est à la fois sa fille et sa femme. Donc bref, c'est un mélange
de Soleil, Terre, Lune, tout simplement, en fait. Et Anoukis, moi, ça me fait penser à les Anunnaki. Il y a quelques, il peut y avoir peut-être des ponts sémantiques avec les Sumériens. Sachant que les Sumériens, moi j'ai l'impression que l'Égypte a repris un petit peu la mythologie sumérienne. Ouais, passé un temps, les historiens en tout cas certains, entre guillemets, se battaient pour savoir qui étaient les premiers. Je pense qu'il y a eu des échanges de toute façon de longue date. Échanges et nous, les pays occidentaux, avec la chrétienté, on a repompé cette mythologie, on l'a remis à notre sauce parce qu'on voit qu'il y a des liens très forts entre Noé, entre Gilgamesh, ça c'est clair. Voilà. C'est clair. Petite parenthèse. Voilà, je fais signaler que je l'ai marqué parce que c'est assez particulier. Je vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus, mais pour tout vous dire, en même temps que j'ai fait cette présentation-là, j'ai fait d'autres découvertes et d'autres avancées, sur notamment les... Tu nous l'avais dit. Voilà, sur les unités de mesure. Et il y a un truc assez étonnant, c'est que je suis en train de considérer donc toutes les unités de mesure. Vous verrez que des fois, je cite d'autres unités de mesure. Donc là, on avait la coudée royale et l'Iterou. On a vu... Oui, c'est ça qu'on a vu. Et là, je vous montre la canne. Parce que la canne, c'est 4 tiers de coudée, en fait, on le voit bien. Et il n'y a que pour la pyramide de Khéops qu'on tombe en canne sur des mesures entières. Donc la pyramide, elle fait 330 cannes de large par 210 cannes de haut. Et si vous allez faire les calculs pour Képhren et Mykérinos, c'est pas des nombres entiers. Ce qui me laisse à penser réellement qu'en fait, cette pyramide est un étalon de mesure, bien évidemment, comme certains le disent, en plus de représenter ce qu'on a vu avant. Et qu'il faut considérer les étalons égyptiens, il ne faut pas les oublier. Le maître, c'est indéniable que le maître a un lien avec la coudée, mais sans, vous voyez, pour l'instant, j'ai pas réellement introduit le maître, et tout ça, c'est quand même possible. Et en étudiant les mesures égyptiennes, on peut se rendre compte de choses assez étonnantes. Par exemple, que les Égyptiens, la coudée royale, elle faisait 28 doigts. Un doigt, ça faisait 1,87 cm. Et donc, 28 doigts, on retrouve ce 280 qui représente la hauteur de la Grande Pyramide. On a un lien avec ça. Et donc, quelque part, on a un lien avec l'homme parce que, je ne sais plus si c'est à l'heure en off ou quoi, je parlais des 28 doigts des Égyptiens, oui. Mais je voulais parler des phalanges, tout simplement. Le pouce a 2 phalanges et les autres doigts en ont 3. Donc, ça fait 14 par main. Au total, ça fait 28. Et il y a même un aspect lunaire là-dedans parce que oui, c'est ce que j'allais dire, les 28. Voilà, le 28 qui résume assez bien le cycle de 27,32 voilà. 32 jours et l'autre cycle qui fait un peu plus de 29 jours. C'est une assez belle synthèse des deux et encore une fois, on retrouve ce 28 dans la hauteur de la pyramide et dans les unités de mesure puisque, donc, je me répète là, mais voilà, la coudée royale fait 28 doigts. Hop, la canne, je crois qu'on l'appelle aussi, non. Je vais dire une bêtise. Le bâton, un truc dans le genre. Je sais que Quentin Leplat a sorti un bouquin là-dessus. Ça m'intéresserait de faire des recoupements parce que je crois qu'il s'intéresse aussi beaucoup à d'autres coudées, à d'autres unités de mesure. Et ça, effectivement, moi j'ai l'impression que je digresse là, mais quand je parlais d'étalon de mesure, c'est comme si cette pyramide était un étalon de mesure qui avait fourni des unités de mesure aux Égyptiens eux-mêmes, mais ensuite à tous ceux qui s'y sont intéressés. Oui. Et moi, j'ai dans l'idée que c'est ça qui a donné les unités métriques et les unités anglaises aussi, à minima. Oui, la palme, l'empan, etc. Oui, les Égyptiens, ils avaient leur palme et leur empan, qui n'est pas tout à fait le même que nous, mais il y a des liens avec un peu subtil, subtil, c'est pas, ce que je veux dire, c'est pas des précisions ultimes, avec le système décimal et métrique. On a des unités de mesure qui, dans l'ancien empire, faisaient 10, 20, 30 cm. Et je crois qu'il n'y avait pas 20 cm, parce que 20 cm, c'est autre chose, c'est l'empan pour nous. C'est l'empan, oui. Voilà, il y a ça aussi dans leur unité de mesure. C'est ça que je voulais dire, c'est leurs unités de mesure sont déjà très intéressantes à rentrer en ligne de compte dans les mesures. Et notamment, peut-être que mon petit doigt me dit qu'en analysant la pyramide
la chambre haute, je voulais dire, avec des unités de mesure, d'autres unités de mesure égyptiennes, on va trouver d'autres trucs. Je dis ça parce que j'ai trouvé d'autres trucs, mais j'ai pas beaucoup développé. Il y a des trucs intéressants à lire les autres dimensions, les autres unités de mesure égyptiennes. Bref, je referme une nouvelle parenthèse. J'ouvre beaucoup de parenthèses ce soir. Hein. Vous avez dit c'était une synthèse, hein. Donc du coup je suis obligé de temps en temps de partir sur des chemins de traverse.